Et ceux qui sont punis par les droits de douane imposés par Donald Trump, eh bien, je pense notamment à notre industrie du luxe, mais aussi du vin. Eux pâtissent vraiment de ces choix, pâtissent vraiment de ces décisions. Regardez ce sujet sur le vin rosé et on en parle ensuite. C'est une nouvelle dont ce vigneron se serait bien passé. 20 ans qu'Alban Cacaré produit principalement du rosé sur ce domaine du Var. 20% de son vin part vers les États-Unis. Il accueille donc froidement les annonces de Donald Trump. C'est pas une bonne nouvelle. On n'a pas le choix il faut qu'on trouve des solutions. Des taxes sur le vin français que ce producteur avait tout de même anticipé. On a dû mettre en bouteille un petit peu plus tôt afin de pouvoir expédier la plupart de nos commandes pour les États-Unis avant l'annonce et la mise en place de cette taxe. En 2019, lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà instauré des taxes sur le vin français. Ce producteur avait vu ses exportations reculer. Le retour des barrières douanières inquiète donc toute la filière, comme ici à Brignoles dans cette coopérative. 600 000 bouteilles sortent chaque année de ces chaînes de production, direction les États-Unis. On espère que ces taxes ne seront ni trop dures ni trop longues et que, comme la dernière fois, il arrivera un moment où nous ne serons pas pris en otage par des considérations géopolitiques ou d'autres secteurs économiques. Et on espère pouvoir continuer à commercer tranquillement avec eux. Comment s'adapter? Il y a 5 ans, une partie des vignerons avait contourné les sanctions douanières en pratiquant le vrac, c'est-à-dire la mise en bouteille du vin directement aux États-Unis. Mais cette activité pourrait également être concernée par les taxes cette année. Difficile donc de se projeter. Nous avons très peu de visibilité sur ces choses-là parce qu'on voit bien que les décisions se suivent, s'annulent, se remplacent. Et je crois que l'imprévisibilité fait partie des techniques de négociation de cette administration. Donc franchement, faire des plans, c'est très compliqué. Les États-Unis demeurent le premier partenaire étranger de la vigne provençale. Les futures taxes douanières pourraient rentrer en vigueur dès le mois d'avril. Alors, François Bayrou, ce matin même, interviewé sur CNews, a remis en cause Donald Trump en critiquant massivement ses droits de douane. Mathieu, on a vraiment l'impression d'être, en tout cas pour certains pans de l'économie, l'impression d'être dans une impasse. Est-ce que c'est vraiment une impasse? Est-ce qu'ils sont vraiment dans la mouise, comme dirait l'autre? Alors, je dirais que ce n'est pas la France la plus exposée, parce que je rappelle juste quelques chiffres. Le déficit commercial américain, alors il peut être contesté, ce chiffre, mais voilà, c'est les communications des douanes américaines. En gros, c'est un peu plus de 1000 milliards de déficit des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Nous, sur les biens, je crois qu'on doit être autour de 15 milliards. Donc, on représente 1% du déficit américain, ou 1% d'excédent, si vous voulez, vis-à-vis des États-Unis. Donc, nous, ça va être très sectoriel, et vous l'avez soulevé. Donc, ça va être effectivement les spiritueux, notamment, qui sont exposés, le luxe, il y a un peu de pharmacie, de chimie, et l'aéronautique. Mais ça reste quand même très sectoriel. Pour ces secteurs-là, effectivement, c'est un problème. Et la question aussi, c'est quelle va être la réponse européenne à cette hausse des droits de douane. Donc, on voit bien que le risque, c'est de rentrer dans une guerre commerciale qui soit perdante pour tout le monde. Donc, au fond, si les États-Unis font ça, une des réponses est éventuellement de voir quelles sont les mesures de réciprocité, mais c'est aussi éventuellement de compenser la problématique du marché américain par un marché européen plus dynamique. Ce qu'on a dit là juste avant, c'est qu'en fait, en Europe, il y a beaucoup d'épargne. En fait, aujourd'hui, on finance quelque part la dette américaine. La question, c'est... Je ne comprends pas, excusez-moi. Comment, parce qu'il y a beaucoup d'épargne en Europe, ça finance la dette américaine? Oui, les Américains vivent à crédit. Les Américains vivent à crédit, en réalité, pour acheter les produits du reste du monde. OK. Et donc, en fait, on finance par la dette, justement, parce qu'ils ont un déficit mondial qui est très fort de dette extérieure. Donc, on finance avec nos excédents d'épargne, en partie à la dette américaine, pour acheter des produits à l'étranger. Donc la question, aujourd'hui, elle n'est pas que sur les droits de douane, elle est aussi, est-ce que le continent européen, qui a une puissance économique et commerciale et financière, en réalité, est capable d'absorber aussi en partie ce qu'on vendra moins aux États-Unis. Et donc, c'est une question qu'on pose. Là, sur le militaire, par exemple, c'est plus acheter des produits américains, mais plutôt européens. Et donc là, c'est sur des secteurs qui vont être un peu viticoles. Le problème, aujourd'hui aussi, qui doit être posé, c'est que la zone euro est une zone de faible croissance, de demande intérieure qui est trop faible. Et donc, on cherche des marchés à l'extérieur. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut développer plus les marchés à l'interne. Alors, si j'entends bien Mathieu, ce serait peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Moi, je considère surtout que c'est un mal. Oui. Ah. Bon, je veux dire par là... Parce que j'avais l'impression que ça permettait une redynamisation. Là encore, je m'en serais passé, ou nous aurions... Ça aurait été mieux de s'en passer. Je veux dire par là, on est dans un scénario de surenchère.
possible. En tout cas, l'initiative vient des Américains, de M. Trump. Et nous, on répond avec plus ou moins de force et de délai. Et puis, à la fin de la journée, on va peut-être tous monter au cocotier, se retrouver dans un protectionnisme généralisé, les années 1930, c'est-à-dire quelque chose perdant-perdant, y compris du côté américain. C'est-à-dire que M. Trump, il commence quelque chose qui va, à mon avis, être perdant pour lui et pour l'économie américaine. Et je pense que les freins à cette surenchère commerciale, ça va venir, à mon avis, plutôt de l'intérieur des États-Unis, parce que vous allez avoir plus d'inflation aux États-Unis à cause de la hausse des droits de douane massive. Et puis, c'est ce que les Américains craignent d'ailleurs dans les sondages. Hausse de l'inflation. Et je pense que le consommateur américain est une sorte d'allié objectif de nous. Bon, ça paraît curieux de dire ça, mais parce que nous, les autres, le reste du monde est politiquement, géopolitiquement, malheureusement un peu faible, je le regrette. L'Organisation mondiale du commerce, qui est censée être un peu l'arbitre de ces élégances commerciales, et aux abonnés absents, pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de venir. Donc vous n'avez plus personne au plan mondial pour faire respecter les règles du jeu du commerce mondial. Donc moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'on est dans un scénario que j'aime pas du tout. Je reviens sur la monnaie, puisque le bouquin que je viens de sortir sur la guerre des monnaies... Le bouquin, la nouvelle guerre des monnaies, c'était pas tellement pour relancer la pub. Non, mais très bien. C'était pour vous dire qu'on ne peut pas séparer la guerre commerciale des problèmes monétaires. Derrière aussi... cet impérialisme américain qui se manifeste, vous avez la domination du dollar qui est derrière. Bien sûr. Et que la manière de se protéger le mieux, de protéger le mieux son marché, c'est de sous-évaluer sa monnaie. Donc Trump, il est pour un dollar à la fois conquérant au plan mondial du point de vue du pouvoir et faible du point de vue de son taux de change. Donc tout ça, c'est le monde dans lequel nous sommes et qui m'inquiète.